Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. L'État ne laissera pas passer l'attribution irrégulière de parcelles sur les sites de Mour 4 et la nouvelle ville de Thiès. Le président de la République reste ferme sur le sujet. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a effectué une visite inopinée sur les lieux ce mercredi. Ce sont 2700 hectares qui sont concernés. 1er mai, les centrales syndicales ont remis leur cahier de doléances au président de la République. Bassirou Diomaye Diakhar Faye demande aux partenaires sociaux de privilégier la concertation et d'instaurer un dialogue permanent. La fête du travail a été célébrée partout dans les entreprises publiques ou privées. Un grave incendie a ravagé plusieurs installations du groupe Walfadjri. Le feu a réduit ensemble le principal studio du groupe de presse. Un court-circuit vers 21h est à l'origine du sinistre. L'histoire et le douloureux parcours d'enfants soldats en RDC traduit en film documentaire. 20 ans après, c'est le titre de ce récit poignant du cinéaste sénégalais Moussa Touré sur une tragédie à découvrir dans la rubrique culture de ce mercredi. Bienvenue à tous. 1er mai, le cahier de doléances des centrales syndicales remis au président de la République. Le chef de l'État appelle les partenaires sociaux et les employeurs à privilégier la concertation et à instaurer un dialogue constant. Aboubakry Kane. La célébration du 1er mai rappelle les batailles du passé pour les droits des travailleurs. Elle consacre aussi des concertations sur les revendications actuelles. La remise des cahiers de doléances des représentants des travailleurs au président de la République est une tradition républicaine. Un moment solennel pour des échanges sur les grands défis dans le monde du travail. Le vent de changement qui a soufflé sous nos cieux traduit chez nos compatriotes un profond désir de justice sociale, d'épanouissement dans le travail et de liberté. Notre dessein commun de prospérité passe par un chemin que nous devrons, tous, main dans la main, emprunter sans hésitation, en surmontant les embûches sans trébucher et en agissant avec éthique et responsabilité. C'est donc dans un contexte de transformation systémique, en profondeur et assumée, qu'est célébrée la fête du travail cette année. En termes d'attente, le mouvement syndical dans son ensemble nourrit beaucoup d'espoir sur l'action gouvernementale. Votre appel à la réconciliation nationale, la reddition des comptes, à des audits, à l'exploitation judicieuse des rapports des corps de contrôle de notre pays, ainsi que la baisse annoncée du coût de la vie, suscite un immense espoir. Excellence, nous avons bon espoir que les politiques publiques que vous allez élaborer seront orientées vers la demande sociale. En tout cas, c'est cet espoir que le peuple porte sur vous. Pour les entreprises de presse, les efforts consentis dans l'écosystème des médias ont été salués, non sans décliner les fortes préoccupations partagées du secteur. Notre pays ne dispose toujours pas d'une loi d'accès à l'information, pourtant programmée depuis 10 ans, d'une nouvelle loi sur la publicité, l'actuelle datant de plus de 40 ans, et surtout le Sénégal refuse de se doter d'un mécanisme de contrôle effectif des entreprises de presse, ce qui se traduit par la précarité organisée dont sont victimes les jeunes reporters et techniciens de l'information et de la communication. Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé aux différents syndicats sa bonne disposition à un dialogue ouvert, sincère et constructif pour une stabilité sociale indispensable à tout développement. Au-delà du symbole et du cachet solennel, sommes-nous amenés à faire de ce jour un moment d'évaluation et de prospective? La principale préoccupation du gouvernement en ces périodes difficiles pour notre économie est de soutenir les populations en général et les travailleurs en particulier. C'est pourquoi j'engage mon gouvernement à identifier les leviers permettant la baisse des prix des denrées de première nécessité et la création d'emplois décents. Il s'agit d'une priorité absolue de mon gouvernement qui devra être soutenue par le renforcement du secteur de l'agriculture en vue d'atteindre dans le moyen terme
notre souveraineté alimentaire. Je compte poursuivre pour les approfondir les initiatives déjà prises en faveur des acteurs et des unités du secteur de l'économie sociale et solidaire. Notre ambition est d'en faire un levier du développement durable et local, créateur d'emplois. Cette première rencontre tripartite entre le président Diomaye Faye, les syndicats et le patronat jette ainsi les bases d'une paix sociale durable dans le monde du travail. Le chef de l'État invite les uns et les autres à privilégier le dialogue et la concertation en tout temps et en tout lieu. Nous reviendrons sur la célébration du 1er mai dans les entreprises du public ou du privé au cours de cette édition. Cette visite inopinée du président de la République sur les sites d'extension de Mour 4 et la nouvelle ville de Thiès. Le chef de l'État a justement pu constater l'attribution illégale de dizaines et voire des centaines d'hectares à des particuliers, alors que les communes limitrophes comme Thiès et Keur Moussa se retrouvent avec une infime partie. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a demandé aux services compétents de l'État d'être fermes face à des irrégularités qui mettent l'État devant le fait accompli. Le reportage de Oumar Ning. Faire comprendre la mesure de suspension des procédures domaniales et foncières, c'est le mobile de cette visite inopinée du chef de l'État sur les sites d'extension de Mour 4 et la nouvelle ville de Thiès. Entouré des autorités locales et administratives, le président Bassirou Diomaye Faye constate les dégâts avec les services de l'urbanisme et des domaines. On est entré par là, on a fait ce grand tour jusqu'ici, on est passé par là jusqu'ici, on est actuellement ici. Tout ce que vous voyez c'est Mour 4, tout le reste c'est la nouvelle ville. Dans ce plan, vous avez les grandes superficies, à l'intérieur il y a des parcellaires. Qu'est-ce que vous appelez grandes superficies? Les grandes superficies, quand je dis grandes superficies, c'est les superficies qui varient de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hectares. Maintenant, les petites superficies, c'est le morcellement de ces grandes superficies à l'intérieur. Ce sont les parcellaires pour que les gens puissent disposer d'une assiette pour pouvoir ériger une construction ou un équipement. La ville de Thiès, on a mis à sa disposition combien de parcelles? 120. 120 parcelles pour toute la ville. Ça fait environ combien d'hectares, monsieur? Un hectare, c'est environ 45-30 parcelles. Parce que ça, on a des parcelles de 200 mètres carrés, on n'a pas des parcelles de 150 mètres carrés. 120 parcelles de 200 mètres carrés, c'est combien d'hectares? 3 hectares. 3 hectares. Ce que je voudrais établir, c'est qu'il est arrivé dans ces lotissements-là qu'à la ville de Thiès, pour tous les citoyens de la ville, j'allais dire presque, en ne prenant pas en compte pour le moment les communes, qu'on donne 3 hectares. Et qu'à un seul individu, on donne 13 hectares par exemple. C'est arrivé. Merci. Et c'est ce que je vois là, partout, avec des 30 hectares par-ci, des 9 hectares par-là, des 37 hectares. 73 ici même. Donc, là, des 5 hectares. Parfois, à des citoyens aussi qui... 20 hectares. La même personne. 16 hectares, 18 hectares, 40 parcelles pour une seule personne. On ne peut pas laisser passer ça. Les éléments d'information recueillis révèlent donc des irrégularités notoires qui appellent des mesures correctives. J'avais une idée de ce qui se passait ici. Déjà en prison, j'ai eu des informations faisant état de personnes qui étaient membres de l'ancien régime et d'autres à qui on a attribué des dizaines d'hectares. Et au même moment, j'avais entendu le maire de la ville de Thiès dire qu'on lui a donné que 120 parcelles de 200 mètres carrés qu'il devait distribuer à ses concitoyens. Je viens d'apprendre avec les services des domaines que la nouvelle ville de Thiès, qui se trouve principalement dans la commune de Keur Moussa, donc presque les 2000 ou plus de 2000 hectares sont situés dans la commune de Keur Moussa, que la commune de Keur Moussa n'a obtenu que 25 parcelles pour loger des habitants de Keur Moussa. Vous avez vu avec les services qu'il y a des gens
des politiciens, à qui on a donné des hommes d'affaires, à qui on a donné 100 hectares, 30 hectares, 13 hectares, 50 hectares, et même pour l'un d'entre eux, on parle de 200 à 300 hectares. Quand l'alternance est arrivée, le 24 mars 2024, certains de ceux qui étaient attribueurs se sont empressés pour demander par arrêté ministériel d'obtenir un titre foncier pour soi-disant sécuriser un droit foncier qu'ils savent qu'il est irrégulièrement acquis. D'un autre côté, il y a parmi eux qui ont commencé, parce qu'ils ont obtenu aussi un morcellement des hectares qui leur sont attribués, qui ont commencé à vendre. Et cela ne s'est pas passé seulement au niveau de Thiès. Dans tous les sites où on a demandé l'arrêt des transactions et des constructions, c'est cet empressement-là à vouloir mettre l'État devant les faits accomplis qui a motivé qu'on ait pris ces mesures conservatoires. La mesure prise par le chef de l'État vise donc à restituer une justice sociale pour des communes limitrophes qui héritent d'une part dérisoire des 2700 hectares. Il est impensable que pour la justice sociale et pour l'égalité des citoyens, devant les chances d'accès à tous, ce n'est pas que le travail ou l'emploi, mais aussi à un toit décent pour se loger. Comment un citoyen qui n'est pas mieux né que les autres, qui n'a rien fait d'exceptionnel, peut se faire octroyer 13 hectares pendant que la ville n'a que 3 hectares. Et que cette personne-là se sente à l'aise à se réveiller, à regarder ses concitoyens thiessois et souvent même à leur demander son suffrage pour présider au destiné de cette ville-là. Ça, on l'a répertorié dans énormément de localités et croyez-moi, ça ne passera pas. Auditer et régulariser une situation anormale, c'est le sens de la démarche. Le président Bassirou Diomaye Faye a exhorté les services compétents à rester fermes sur les décisions concernant les sites visés. À propos des mesures conservatoires sur le foncier au Sénégal prises par le président de la République, l'économiste Dabi Pouy applaudit et soutient l'engagement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à remettre de l'ordre dans les écuries d'Augias. Invité du magazine Le Point ce soir, il dénonce une spéculation sans nom qui favorise la corruption. Aujourd'hui, non seulement il faut l'arrêter, mais il faut revoir fondamentalement le foncier au niveau du Sénégal. Il faut revoir le foncier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous comme moi, d'accord, nous avons aujourd'hui des salaires qui peuvent être considérés comme des salaires qui sont confortables. Mais nos salaires ne nous permettent pas d'acheter aujourd'hui au niveau du Sénégal. Absolument. Cela veut dire que si on ferme les yeux là-dessus, ça veut dire qu'implicitement, nous acceptons l'idée que la corruption doit être de mise. Parce que si on n'a pas les moyens et qu'on sait que les gens sont en train aujourd'hui de faire une spéculation la plus monstrueuse sur une chose qui est fondamentale, à savoir le foncier au niveau du Sénégal, si on n'arrive pas à avoir un contrôle là-dessus, c'est qu'on a un problème. D'accord. Et qu'aujourd'hui, il est important, quand tu regardes bien au niveau, par exemple, de la France, quand il y a eu la loi sur la grosse fortune, ça a été appliqué non pas au niveau du secteur privé, mais on l'a maintenu au niveau de l'immobilier, la fortune immobilière. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, dans sa lutte pour maintenir un pouvoir d'achat, le gouvernement a la maîtrise du foncier. Et donc, il faut qu'il revoie le foncier, parce que revoir le foncier, véritablement contrôler le foncier, voire au niveau national, là où les maires ont vraiment la possibilité de faire quelque chose, qu'on puisse dire, maintenant ça suffit, on va faire vraiment une sorte de table rase. Et s'il faut préempter certains terrains, il faut les préempter. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de dire, dorénavant, la dimension, la recherche de l'amélioration du pouvoir d'achat des Sénégalais, ça doit être une priorité nationale. D'accord. Et d'une manière générale, en passant par le foncier, ça nous permet de récupérer énormément de choses. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est non seulement une volonté, c'est une demande, et il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, parce que le peuple sénégalais est en train de les attendre. Le point sur les enjeux de la gouvernance au Sénégal avec Dani Pouy, économiste, chercheur associé au CESAC à Dakar, à suivre après ce journal.
83e édition du Dakar de Médina Gounass, focus sur les foyers d'éducation coranique. Sur ces lieux, la pratique consiste à allumer le feu pour pouvoir lire le Coran la nuit. Malgré la multiplication des écoles coraniques modernes dans la région de Kolda, vous allez le voir, presque tous les disciples du Khalif et surtout ceux qui viennent de la Gambie, des deux Guinées et du Mali apprennent justement à lire le Coran avec cette méthode bien traditionnelle. Tidiane Cissé. La nuit vient de tomber sur Médina Gounass. Les talibés de Tcherno Baba Galé prennent leur tablette coranique pour se mettre autour du foyer. C'est parti pour 3 heures de répétition des versets coraniques qu'ils ont appris le matin. Tous les jours, c'est comme ça. Si c'est le matin, nous commençons à 5 heures du matin, on marque une pause à 10 heures, on reprend à 14 heures jusqu'à 17 heures. Et la nuit, après juste la prière du crépuscule, on allume le feu pour aller jusqu'à 22 heures. À l'exception des jeudis, des vendredis et des jours de fête, ces talibés sont appelés à ne manquer aucune séance de relecture, car en plus de la maîtrise du Saint-Coran, c'est leur éducation toute entière qui se forge autour de ce feu. Ces foyers sont très importants. En plus de la lecture du Coran, ils permettent de donner une bonne éducation aux enfants. En général, quand on termine ici, on a souvent un esprit ouvert et on est humble. Au total, il y a 260 garçons et 123 filles. Ils viennent à tour de rôle matin, midi et soir. Ce mode d'apprentissage du Coran est très répandu à Médina Gounass. Le Khalif général de la cité religieuse a créé plus de 200 foyers comme celui-ci, rien que dans la commune de Médina Gounass, pour permettre aux enfants et aux talibés d'apprendre le Coran et les sunnas. Ces talibés viennent de plusieurs pays, de la Gambie, de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. Ils sont tous des talibés du Khalif. C'est lui qui m'a fait venir pour que je puisse leur apprendre le Coran. Pour les autorités religieuses de Médina Gounass, ces foyers constituent également un moyen d'enraciner les jeunes dans les valeurs de l'islam et de la Tidjaniya en particulier. La ville de Touba a connu de longues coupures d'électricité durant le week-end du 27 au 28 avril. Une situation qui est due à des travaux de raccordement entre les deux postes Touba 1 et Touba 2. Cela devrait permettre de renforcer la capacité de distribution en électricité dans la ville sainte pour mieux préparer le Magal prévu au mois d'août prochain. Philomène Constance-Cagne. Pendant 2 jours, les populations de Touba ont été affectées par des coupures de longue durée entre 8h et 17h. Pour cause des travaux à la centrale électrique de Ngabou, des raccordements devaient être faits entre les deux postes Touba 1 et Touba 2. Senelec a initié le projet Touba 2 qui va permettre d'avoir un deuxième poste qui sera un secours pour le poste Touba 1. Donc ce poste a une capacité de 2 fois 80 MVA. Donc le poste entre dans le cadre du projet Boucle du Ferlo. Donc ce poste va permettre d'assurer la disponibilité de l'énergie en quantité et en qualité pour la ville sainte de Touba et environ. D'une capacité de 225 000 volts, Touba 2 vient renforcer le premier poste doté déjà de 3 transformateurs de 80 MVA, ce qui permettra à la ville sainte d'éviter des coupures, surtout lors du Magal. Lors de ces travaux de raccordement du poste Touba 2, la semaine passée, les 27 et 28, donc il a fallu faire des coupures qui ont duré de 8h à 17h. Et en même temps, lors de ces coupures, on devait faire la maintenance et l'entretien du poste Touba 1 à l'approche du Grand Magal de Touba.
L'entretien devait se faire sur les disjoncteurs et sur les relais de protection et en même temps sur les équipements vétustes du poste à changer. Donc ces coupures ont impacté presque une bonne partie de la ville de Touba. Donc nous nous en excusons encore pour les désagréments causés lors de ces travaux les samedis et dimanches passés. Touba arrive en deuxième position après Dakar en termes de consommation d'électricité. Ses habitants vont pouvoir rester plus dans la lumière avec ces 2 postes inclus dans le projet Boucle de Ferlo. Plusieurs dégâts après l'incendie qui s'est déclaré dans le studio principal de Walfadjri. Pas de perte en vie humaine, mais des installations en ruine complètement consumées. Depuis hier soir à 21h, la chaîne de télé n'a pas pu émettre. Fatoumata Savané. Des murs encore fumants. Les stigmates de l'intensité des flammes dévastatrices sont visibles. Le feu s'est déclaré vers les coups de 20h. Les studios de Walf sont consumés. L'incendie s'est propagé de manière fulgurante. Nous avons été alertés à 20h23 pour un feu de studio au niveau de la radio Walfadjri. À 20h29, on avait les premiers éléments sur les lieux et il s'agissait d'un feu au niveau du studio d'enregistrement de cette structure et on a procédé aux premières opérations d'extinction. Donc présentement, le feu est éteint et on est à la phase dégarnissage. Donc c'est une phase qui va prendre un peu de temps parce qu'on a du matériel facilement inflammable qui est présent dans ce local. Et il est à signaler qu'on a eu quand même d'autres difficultés, notamment l'accessibilité du local. Et on a été obligé de créer une trouée au niveau du mur pour pouvoir accéder à l'intérieur du local. Les autorités se sont déplacées pour constater les dégâts et apporter leur soutien au groupe Walfadjri et à ses travailleurs. Donc je tenais à, en tout cas, apporter toute notre compassion, tout notre soutien, toute notre solidarité à la maison de Walfadjri à travers son directeur et le président. Comme le père fondateur, M. Sidi Lamine l'a toujours fait pour le peuple sénégalais, qui nous a inculqué des valeurs d'humanistes, des valeurs humaines. C'est les raisons pour lesquelles nous avons tenu en tout cas à être là pour partager cette peine à toute l'équipe de Walfadjri et de leur dire que l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal à travers ma personne, sera en tout cas là pour accompagner du mieux qu'il peut, Inch'Allah. Le PDG du groupe Walfadjri estime les dégâts matériels à des millions. Cependant, Chernias rassure sur la mission de son média à continuer à œuvrer aux côtés des Sénégalais. Waaw jafe-jafe yi nag am na moo ngi fi studio bi nga xamante ne moom moo tàkk tey fan yi ay weer yi passé rek la ñu investir ay millions pour élection yi nga xamante ne wax. Le studio qui a subi le plus de dégâts, c'est celui qui a été récemment rénové pour les besoins de la présidentielle. Et heureusement, les dégâts ne sont que matériels. Cela peut se remplacer. On a foi en vous et on continuera à servir les Sénégalais. Alhamdulillah. Donc, di leen wax rek ne que ñoo ngi fii am nañ yaakaar si yéen te incha allah mission bi nga xamante ne Sénégalais yi ñoo ngi xaar si loolu dinañ ko mat si mu mat sëkk incha allah. Au lendemain de l'incendie, le studio principal du média de Hariala est sous les décombres. Caméras, matériel de la régie sont désormais des carcasses noircies par les flammes. Fête du travail, l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal, force ouvrière, a célébré le 1er mai pour lutter contre la précarité de l'emploi dans le secteur privé. L'UDTS-FO demande la revalorisation des salaires et la baisse des denrées de première nécessité. Salut Sec. La célébration du 1er mai, une tribune pour l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal, force ouvrière, d'énumérer les revendications de cette centrale syndicale. Il s'agit principalement de la révision des conventions collectives sectorielles, la revalorisation des salaires, entre autres. Plus de 60% des travailleurs dans les entreprises sont des journaliers. Parmi les contractuels, il y a des contrats précaires, des contrats qui sont renouvelés. Ça, c'est une difficulté, parce que quand le travail est précaire, là, le travailleur n'a pas la quiétude qu'il faut, n'est-ce pas, pour mener une bonne vie. Ensuite, en plus de cela, il y a la faiblesse des salaires. Quand vous parcourez
le barème des salaires dans les branches professionnelles. Je pense que la dernière augmentation, c'était en juillet 2023. Vous verrez que les salaires catégoriels sont extrêmement faibles au Sénégal. À ces problématiques viennent s'ajouter d'autres revendications, parmi lesquelles la baisse des prix des denrées de première nécessité et des coûts de service. Toutefois, avec l'arrivée des nouvelles autorités étatiques, l'espoir est permis, selon l'UDTS-FO. Compte tenu du programme qu'ils ont décliné, de l'engagement qu'ils ont, nous avons espoir que certainement il y aura des changements par rapport à ce qui s'est passé avant. Je peux dire que ces changements-là aussi ne seront pas portés uniquement par eux, mais et par eux et par le peuple sénégalais. Surtout nous, syndicalistes que nous sommes, et les travailleurs que nous sommes dans les entreprises. Je pense que nous allons agir, et si nous agissons, ils seront derrière nous pour nous aider à obtenir, n'est-ce pas, ces solutions-là. Cette célébration est donc marquée par différentes communications sur les conditions de travail des membres de l'UDTS-FO. Et la problématique de la précarité des salaires était au cœur des débats. À la RTS, le syndicat des professionnels de l'audiovisuel public Saint-Pape a célébré la fête du 1er mai. À travers un débat, les agents ont listé les acquis et dressé des perspectives pour l'entreprise. Dame Silla. Ce 1er mai, les agents de la RTS ont fêté la Journée internationale du travail à travers un débat d'échange et de partage sur les acquis et perspectives de l'entreprise. Récemment, un nouvel accord a été signé avec la direction générale, avec comme conséquence une amélioration des conditions des travailleurs. S'y ajoute la construction d'une tour de 10 étages en phase de finition, autant d'acquis à consolider et à améliorer. L'idée, c'était de rassembler les agents, de discuter un peu de la vie de l'entreprise et de leur permettre aussi de poser des questions par rapport au contexte actuel. Et aussi, souhaitons bon vent au DG sortant Racine Talla. Mais de Pape Alé, nous attendons le dialogue, la discussion, qu'il soit ouvert et qu'il aide les agents, simplement. Et les agents ont besoin d'un direct DG qui est à l'écoute, un DG social. Et on espère qu'il le sera, parce que de toute façon, nous, agents de la RTS, nous ferons ce qu'il faut. Nous ferons le nécessaire, justement, pour l'aider à réussir sa mission. La préservation et la consolidation des acquis passent nécessairement par un climat social apaisé, seule condition pour atteindre une bonne performance. Le SYNPAP, ayant très tôt compris le triptyque de l'OIT, qui est le dialogue social, protection sociale, et travail décent, avec comme dialogue social une centralité, le SYNPAP l'a très tôt compris et a décidé, dès sa création, d'amorcer un dialogue social dynamique et fructueux avec la direction générale sortante. C'est ainsi qu'ils ont pu engranger des améliorations notoires et substantielles des conditions de travail et de vie des travailleurs de la RTS. Et pour preuve, le 29 mars 2024, j'ai été membre de la délégation conduite par le camarade Mademba Sok pour la signature de l'accord d'entreprise entre le SYNPAP et la direction générale sous la houlette du directeur général sortant, M. Racine Talla. La direction générale, de son côté, promet d'accompagner les agents pour une amélioration du cadre professionnel, au-delà de l'augmentation des salaires et du reclassement automatique. Des réflexions sont aussi menées pour une meilleure prise en charge des revendications des travailleurs. À la lumière de ce tableau non exhaustif, il nous est permis de constater que M. Racine Talla a fait sa part du travail. À nous de faire la nôtre par l'assiduité. Le respect des horaires de travail, la préservation de l'outil et de l'environnement de travail, la discipline et le respect des règles qui gouvernent notre entreprise. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que nous construirons une RTS plus robuste, plus résiliente, plus attrayante et plus compétitive. J'invite donc tout le monde au travail et à cultiver la paix, une paix sans laquelle rien de durable ne pourra se construire. Le SYNPAP, syndicat des professionnels de l'audiovisuel public, invite les agents à travailler pour la consolidation des acquis et le renforcement du dialogue social. À Tambacounda, les centrales membres de l'Union des syndicats ont remis leur cahier de doléances au gouverneur. Les enseignants, les travailleurs de la santé et de la justice ont égrené un chapelet de doléances. Ils se sont donné rendez-vous sur l'esplanade de la mairie avant de rallier la gouvernance de Tambacounda.
Les travailleurs de la région ont remis leur cahier de doléances à l'exécutif régional. Entre autres doléances, dans le secteur de la santé, le remboursement de la dette de la CEMU par l'État et la prise en charge des factures d'eau et d'électricité des différentes structures sanitaires de la commune par les collectivités territoriales. La dette s'élève à 1,5 milliard de dettes au niveau des structures de santé. Donc vous convenez avec moi que les structures sont à genoux. Cette fonction publique locale est mal conduite. Les maires et les présidents de conseils départementaux recrutent d'autres personnes qui ne vont même pas au travail et à la fin du mois, ils perçoivent tranquillement des salaires de la fonction publique locale. Les enseignants ont revendiqué de meilleures conditions de travail, mais également le redémarrage des travaux dans les chantiers inachevés de certains établissements scolaires. Actuellement, à Lune, on a plus de 200 salles de classe qui sont en abri provisoire. À part ces abris provisoires, on a le manque criard d'enseignants dans la zone. Tamba, on peut le dire, c'est un laboratoire. Les gens viennent 2, 3 ans, 4 ans, ils demandent et partent. Et pour l'arrivée, on n'obtient rien. Donc à ça aussi s'ajoute le problème de l'Université du Sénégal oriental. On a vu que tout récemment, il y a une réunion qui s'est tenue pour voir. Mais je crois qu'on doit dépasser ces étapes de théorie, de discours. On n'a qu'à passer à la pratique. La bonne réception de leur cahier de doléances et leur assurer que les doléances contenues dans ces cahiers seront répercutées auprès des structures concernées en vue de la prise en charge de ces préoccupations. Le gouverneur a saisi l'occasion pour se réjouir du bon climat social qui prévaut au niveau de la région de Tambacounda. Il exhorte ainsi les travailleurs et les employeurs à continuer à cultiver cet esprit de dialogue social. L'association, justement, plutôt c'est au campement Guerror que l'association des ouvriers a tenu sa journée du 1er mai, une journée de mobilisation pour discuter et surtout joindre l'utile à l'agréable. Ils se sont démarqués des défilés habituels par une journée de don de sang en acte citoyen qui a été fortement salué. Ramatadem. Les ouvriers, collègues et familles se sont retrouvés pour donner de leur sang afin de répondre à une préoccupation majeure, celle du manque de sang dans les banques dédiées. Ce qui est difficile à admettre pour les ouvriers qui vivent sur leur lieu de travail des accidents parfois tragiques. C'est bien, ils pouvaient faire leur défilé, ils pouvaient donner leur cahier de doléances, mais ils se sont rendus compte que à ce niveau, il y a un problème. Quel niveau? C'est le niveau de la disponibilité des produits sanguins. C'est la disponibilité du sang. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de problèmes. Dans les banques de sang, il n'y a pas de sang. Donc faire une activité de don de sang est une activité noble. C'est une activité qui est utile pour la société. Une action en ce 1er mai qui pourrait même aider à la prévention pour une meilleure prise en charge de leur santé. Et il y a beaucoup d'avantages en donnant du sang. En donnant du sang, ça permet que l'on sache si vous êtes malade ou pas. Je ne veux pas que les gens disent « on va détecter ma maladie ». Je vais vous dire une chose, quand une maladie est détectée alors que tu ne sens rien, il y a plus de chances que cette maladie soit guérie. En faisant un don de sang, vous connaissez votre groupe sanguin. Un jour, quand vous avez besoin de sang, vous n'aurez pas toute cette étape à faire pour qu'on sache de quel groupe il fait partie, qui fait perdre du temps, alors qu'en un moment, vous n'avez pas besoin de perdre du temps. Les gens ont besoin d'aller vite. L'une des préoccupations des ouvriers, c'est qu'ils puissent jouir de leurs droits, car ils évoluent et travaillent souvent dans l'informel. Les ouvriers, il n'y a rien de formel. Au Sénégal, c'est là où on peut voir, tu prends un ouvrier, tu le fais travailler pendant 3 mois, vous lui devez 3 mois de salaire, un jour vous l'arrêtez, il n'a aucun moyen de faire quoi que ce soit. Il me doit 3 mois de salaire et aujourd'hui, je n'ai aucune base légale qui me permette d'aller vers le tribunal, d'aller vers le juge pour rentrer dans mes fonds. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est une chose que l'on doit revoir. C'est un secteur que l'on doit régulariser. C'est un secteur où la loi doit exister. Pour ce 1er mai, les ouvriers ont vécu une matinée riche d'enseignements et qui a permis également de se réunir autour de l'essentiel, à savoir s'unir et voir ensemble des stratégies pour valoriser leur métier. Nous parlons à présent de l'association des ouvriers du bâtiment et des travaux publics qui s'est mobilisée à travers une série
de démonstration sur l'importance et les risques liés à leur métier. À noter que chaque année, beaucoup d'entre eux perdent la vie dans des constructions d'édifices publics comme privés. Lamine Touré. Un exercice de sécurité en principe pour tout ouvrier travaillant dans le bâtiment. Cette démonstration est faite à l'occasion de la fête du travail célébrée ici en Mbao par ces hommes du sérail dans la construction des immeubles. C'est une activité qui nous permet d'échanger déjà en tant qu'ouvriers, de discuter entre nous pour voir les problématiques qui sont en interne et aussi de sensibiliser les autorités pour qu'ils accompagnent les ouvriers, surtout concernant les formations. Parce que nous, on a un corps ouvrier qui a beaucoup de problèmes en qualification. Ils veulent, à travers cette journée qui leur est dédiée, sensibiliser les autorités sur les risques du métier. Il y a toujours des risques d'accidents, il y a les effondrements des bâtiments dus à beaucoup de facteurs. Il y a aussi le problème des accidents individuels. Parce que pour moi, les accidents, ça provient de la manque de formation, la plupart. Parce que si l'ouvrier ne sait pas exactement où est-ce qu'il doit mettre les pieds, comment il doit monter un échafaudage, comment il doit monter son harnais, comme on vient de le démontrer. Donc il y a toujours des accidents. Donc notre métier est lié aux accidents. Et vraiment, avec une bonne formation, on va vraiment diminuer ce taux d'accident. Les piliers de cette mise à niveau ont été exposés devant l'assistance. La collectivité Lébou de Mbao a pris part à la rencontre. Elle a témoigné son soutien à l'Association des ouvriers du bâtiment et des travaux publics du Sénégal. Je demande au président de la République, son Excellence, ceux qui travaillent dans le bâtiment, quitte à ce qu'ils le reçoivent, et échanger avec eux sur comment faire pour améliorer ce secteur en matière concernant le ciment, concernant le fer, concernant le bois et la formation de ces ouvriers-là pour qu'ils puissent au moins faire un travail adéquat, un travail qui sécurise, qui est conforme aux normes actuelles. Ça, je le demande solennellement, c'est un cri de cœur que je lance auprès du président de la République pour qu'il reçoive ces jeunes-là. Ils en sont capables. C'est des milliers et des milliers de jeunes qui sont derrière eux et ils n'ont pas de formation. Le message est donc clair, ces ouvriers veulent participer à l'effort de développement du pays, autrement dit gagner des marchés dans le secteur de la construction des édifices publics. En ce 1er mai, le groupe Sagam a récompensé ses agents en leur remettant des diplômes et des médailles. L'entreprise, qui est une filiale de Sagam International, compte près de 3500 employés d'Ecomandiaï. Ces récompenses consacrent des années de dévouement au service de Sagam. À l'occasion de la fête du travail, l'entreprise a récompensé ses agents méritants. Un grand moment de partage et de communion. Nous sommes une entreprise où la ressource humaine elle est vraiment la base et elle est très importante chez nous. Donc nous faisons cette fête pour les récompenser, pour vraiment partager les bons. C'est un moment de partage et voilà, donc nous sommes là aujourd'hui pour ça. Sagam a octroyé de nombreux avantages sociaux à ses agents. Des acquis qui encouragent ces derniers à redoubler d'efforts dans leur travail. Nous avons voulu les accompagner, ils ont leur terrain. Dans le passé, il y a les plus anciens qui ont leur droit, ce qui Sagam a accompagné dans ce sens. Cette génération-là, on les a accompagnés à avoir des terrains, ce qui est très difficile. Et nous les accompagnerons aussi à avoir un toit. Créée en 1985, Sagam Sécurité SA est une filiale du groupe Sagam International, considérée comme leader dans le domaine de la sécurité au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Au fil du temps, l'entreprise a diversifié ses activités dans plusieurs domaines liés à la sécurité. On l'a vu, le 1er mai est un moment important pour célébrer le travail. Cette activité confère sécurité sociale et dignité. À moins d'être rentier, personne ne devrait justement croiser les doigts. Pourtant, il y a des adeptes du tok mouy d'or, c'est-à-dire vivre bien sans rien faire.
Mais ce temps est sans doute bientôt révolu. Travaillez et prenez de la peine. La suite, c'est dans cette chronique signée Oumar Tchaoua. Comment traduire Tog Muidor? Les Sénégalais, souvent très inspirés, ont forgé ce groupe de mots voulant dire littéralement s'asseoir et voir les choses marcher seules. Une drôle de conception. Ne fournir aucun effort, se tourner les pouces sans aucun souci, parce que tout baigne. C'est tout de même étonnant de facilité. Les petits privilégiés profitant d'une telle situation pensent-ils à ces innombrables braves, bavant, brûlant au soleil et payant la dîme étatique? Ce qui les fait vivre provient tout de même de quelque part. C'est bien le labeur et la sueur de Gorgorlou obligés de trimer qui fait pousser leur bedaine pleine, si ce ne sont pas des activités illicites. On n'est pas loin d'une autre formule populaire, le singe cultive et le gros chimpanzé s'empiffre. Depuis combien de temps de tels comportements parasites existent-ils? Qui sont ces beaux messieurs et ces femmes élégantes qui, sans avoir de revenus justifiables, flambent à tout va? Ils friment, logent et s'habillent classe, conduisent de chic bagnoles, ont des comptes au vert foncé et se payent des vacances en première sans vraiment bourse déliée. C'est paradoxal et inquiétant que de voir des individus sans travail connu ni qualification reconnue vivre comme des pachas et même toiser leur monde. Il ne s'agit là sans doute que d'un des marqueurs du système qu'il faut défaire pour construire un ensemble plus équitable, d'où seraient exclus les turiféraires au discours épidictique. En physique, pour qu'une chose marche, il faut une force, des ressources. Dans ce cas-ci, ce sont les maigres fonds publics qui constituent le carburant du moteur de farniente. Rompre avec les prébendes est aujourd'hui une urgence, une exigence pour bon nombre de nos concitoyens épuisés de tirer la queue du diable. Le temps de la sinécure est révolu, du moins nous l'a-t-on promis. Le pays de cocagne et l'État-providence sont une grosse utopie, même avec des hydrocarbures. Tant qu'il manque le mois, Oumar Tchaoua, donc les pêcheurs de Cap Skirring travaillent et espèrent que la visite du président de la République à Bissau hier, mardi, va permettre d'arrondir les angles sur leur présence dans les eaux bissau-guinéennes. Il faut dire que ces eaux sont réputées très poissonneuses. Elles attirent une multitude de pirogues sénégalaises. Abdoulaye Sinkare. Avant que le soleil ne soit au zénith, les dernières pirogues de la matinée débarquent sur le quai. La pêche ici structure la vie de milliers d'hommes et de femmes venus de partout. Cap Skirring moom wax dëgg yàlla ni mu meloon ak léegi ni mu mel moom bokkatul parce que lu bare changé na ci. Moi, j'ai passé 23 ans ici, mais la pêche a beaucoup changé. Il n'y a plus de poissons et les bateaux en sont pour beaucoup. Ci la gënoon a jege mais li ñu gën a indil problème mooy suñu diggante ak bateau yi moo dem ba tax na napp googu lu ci bare sooxee na. Tantôt ça marche, tantôt les choses sont monotones. C'est comme ça que d'ailleurs le secteur est conçu. Mais nous savons nettement qu'actuellement, au niveau national, de Saint-Louis jusqu'ici, on voit chaque année un nombre exorbitant des pirogues qui descendent ici au Cap Skirring. C'est parce que l'activité marche un peu plus, marche de manière un peu plus importante que dans les autres sites. Avec ses près de 1000 embarcations et plus de 10 000 acteurs, le Cap Skirring est l'une des plus grandes zones de pêche du pays. Toute une économie qui n'est pas sans problème. L'État subventionne les moteurs à hauteur de 1 million de francs l'unité. Mais même avec plusieurs pirogues, on ne peut avoir qu'un seul moteur. C'est difficile. Nous voulons qu'on nous subventionne autant de moteurs que de pirogues. Nous n'avons pas un quai de pêche digne de son nom. Il n'y a pas de chambre froide. Quand il y a une forte production, il y a problème. Le quai de pêche du Cap est à quelques encablures des eaux bissau-guinéennes. Les incursions de pêcheurs sénégalais en territoire voisin réputé plus poissonneux sont presque quotidiennes. Actuellement, nous avons suñu gaal yu nga xam tey jii dañ leen jàpp ñu ngi foofu waaw ci problème wu licence bi yu demee naka noonu
Au moment où je parle, nous avons des pirogues arraisonnées là-bas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de balises. Donc tout le monde ne peut pas savoir où s'arrêtent les eaux sénégalaises. Chaque semaine, des pirogues sont arraisonnées par les gardes côte-bissau-guinéens. Pour les pêcheurs sénégalais, la licence seulement ne suffit pas. Il faut être en règle par rapport au type de filet utilisé. Les Bissau-Guinéens interdisent les filets en plastique. C'est pourquoi ils nous arrêtent. Licence 2005-2006 2010 dans les dons de licence. Mais entre 2005 et 2010, il n'y avait pas de problème car nos filets étaient autorisés là-bas. Comme ils ont arrêté d'utiliser ces filets et qu'il n'y a pas de balises, c'est très difficile. Si vraiment l'État peut nous appuyer, nous aider à trouver une solution le plus tôt possible, à la fois sur les licences et sur la gestion de la garde-côte bissau-guinéenne, ça va beaucoup arranger. Avec une moyenne de 2000 tonnes le mois en pleine campagne, le Cap Skirring ravitaille beaucoup de zones du pays. La plus grande ambition des acteurs, c'est d'y ériger un quai de pêche moderne avec toutes les commodités. 20 ans après, c'est le titre du film documentaire réalisé par Moussa Touré. Le cinéaste sénégalais revient sur l'inacceptable parcours d'enfants soldats entraînés dans le conflit en RDC en 1996. Un récit poignant sur une tragédie. Dans la rubrique culture de ce soir, Oumou Kalsoum Sall nous invite à la découverte de ce film projeté ce week-end au Pathé Cinéma. Oumou Kalsoum Sall. 20 ans après, ou le récit d'une tragédie. Dans ce film documentaire, Moussa Touré nous replonge dans l'incroyable histoire d'enfants soldats en République démocratique du Congo. Des enfants engagés dans la guerre qui a déchiré ce pays. J'étais quelque part là-bas pour donner des cours. Vous savez, en Afrique, on me demande très souvent de venir donner des cours de cinéma. Et surtout sur la réalisation. Et j'étais allé, et puis il y a une dame qui a été au courant que j'étais là. Elle travaille à la MONUSCO. Donc c'était son travail, c'était de voir les rebelles, hein, les chefs de guerre, de récupérer les enfants soldats qui étaient avec les chefs de guerre. Elle m'a dit, mais est-ce que tu ne voudrais pas nous faire un petit film? Il dit, à une condition. Je fais un film mais pour vous, mais j'en fais un autre pour moi. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et donc en faisant les films sur les enfants soldats, et je pense 3 mois après, j'ai rencontré cette femme. Et donc j'ai changé de voix. J'étais avec une adulte, mais qui était une enfant. C'est comme ça que c'est né ce projet. Et cette femme, c'est Francine, qui il y a plus de 20 ans, alors qu'elle n'avait que 12 ans, a été recrutée pour le prix de 50 000 francs CFA par mois. Dans son récit poignant, transparaît innocence et courage. Francine raconte comment elle a frôlé à maintes reprises la mort. Moi, mes projets naissent avec l'écoute. L'écoute et le regard. Parce que moi, je n'ai pas de scénario hein, dans mes films. C'est l'écoute et le regard au fond. Donc, je ne dors plus. C'est-à-dire quand j'ai des sujets comme ça, quand je suis sur un état de fête comme ça, moi, je ne dors plus. Je suis un être sensible. Mais vraiment, je pleure quand on me raconte des histoires comme ça. Ce déchirement-là qui m'arrive quand je vois tout de suite une personne qui a une histoire telle que Francine, avant même de la filmer. Le sujet est rare dans les productions cinématographiques, une problématique pas souvent abordée, ce qui fait la particularité de cette thématique. Les mots sont forts, les mots peuvent être terribles. Par contre, les silences peuvent être aussi terribles, on le sait très bien. Moussa, ce qui fait la force de Moussa dans un tel film, c'est que c'est sa pudeur.
la douceur quand il montre et quand il parle les choses. À la violence, on peut filmer avec violence, on peut filmer avec hargne, on peut faire de la désinformation, on peut être extrêmement dur et on ne montre pas toujours la vérité. Lui, il a laissé les images couler. C'est sa tendresse qu'il a. C'est un sujet qui fait mal, c'est un sujet qui trouble, et c'est un sujet auquel on ne croit pas. Quand on vit dans un autre monde, on se dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et si, c'est vrai. Je crois qu'on ferme les yeux un peu sur ces... Malheureusement, je pense qu'on n'en parle pas assez. Il fut un temps, on en a beaucoup parlé au moment de 20 ans en arrière. Mais des auteurs ont écrit autour, mais aujourd'hui, on a tendance à oublier alors que c'est pas fini. Et que je pense que notre devoir d'artiste, tel que le fait Moussa Touré, c'est d'ouvrir, de nous aider à ouvrir les yeux sur ça et de prendre conscience de ce qui se passe. Et Moussa Touré d'interpeller tous. Je m'adresse à tout le monde. C'est même pas à l'Afrique que parce que vous savez, dans les dessous de cette souffrance-là, si on va très loin, on se rend compte qu'il y a des armes. Les armes viennent d'où, d'état tout ça. Je m'adresse à tout le monde. Je ne m'adresse pas juste à l'Afrique, je m'adresse à l'humain. Je m'adresse à l'humain dans la généralité. C'est l'humain que je m'adresse, à qui je m'adresse. Dans ce film documentaire de 64 minutes, sorti en 2022, Moussa Touré magnifie aussi la résilience de Francine dans son difficile retour à la vie civile. Les caméras de Moussa Touré, le cinéaste sénégalais, sur la tragédie des enfants soldats en RDC. C'était en 1996. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Très bonne fin de soirée sur la première chaîne de télévision sénégalaise.